bien sûr par les sionistes révisionnistes, validé par les sionistes de gauche, Ben Gourion, mais voilà, Menahem Begin, je vous en reparlerai, les a réhabilités à la suite, plusieurs années après. Mais bref, peu importe, on va parler de cette période de fondation de l'Irgun, notamment. Avant la scission avec le groupe Stern, on va pas arriver à cette scission-là. Mais je vais vous donner quand même quelques éléments. C'est une période extrêmement intéressante à étudier. Et qui intervient justement en plein, et qui a un lien justement avec la grande révolte arabe. 1936, début des grandes révoltes. Donc voilà. Bonjour, bonjour. Donc il faut vraiment entre 1930 et 1940, on va dire, c'est une période. Si vous vous intéressez à l'histoire du Moyen-Orient et en particulier Israël et Palestine, extrêmement importante. Que je reviens dessus, hein, parce que voilà, il y a tellement de choses à faire, mais je reviens dessus. Même Allen ne reconnaît pas la Palestine. Ah. Les commentaires sur la religion, que ce soit le Coran ou la Torah, vous les gardez pour vous. Hein. C'est des lives historiques, c'est pas des lives religieux ou théologiques. S'il vous plaît. Raconter des mensonges, ça va, c'est bon. Ça suffit quand même. Donc je vous laisse tapoter et partager. Vous voyez, ça bug. Hein. Les tapotages, ils sont pas pris en compte. C'est chelou, hein. C'est très bizarre. Ouais. Donc retapoter, repartager. De quoi c'est incroyable. Non, mais vous êtes certaines personnes, vous n'êtes pas sur un live d'apostat ou un live d'extrême droite, peu importe de quel pays. Voilà, moi je suis pas extrême droite. Votre idéologie à parler des textes pour cracher votre haine, c'est pas le cas. Hein, on est sur l'histoire, voilà. Et quand je fais de la théologie, c'est encore autre chose. D'ailleurs, normalement le dimanche je fais de la théologie, mais pas là. Ouais, on va. J'attends que les gens ils arrivent parce que on va voir un petit peu comment l'algorithme gère le live. Je vous ai mis 2 petites fleurs pour pas que ça saute. Alors, GG. Par contre, moi, je pense que tu es un islamophobe et un raciste, donc je te mute. Les gens, je mute autant l'antisémitisme que l'islamophobie, donc voilà. Toute forme de racisme, venez pas m'embêter s'il vous plaît dans les commentaires. Il y a d'autres lives où vous pouvez cracher vos bêtises du PMU, il n'y a pas de problème. Voilà, s'il vous plaît, pas de racisme de toutes sortes. On n'est vraiment pas là pour ça. Moi, c'est pas le but de mes lives. Hein. Il y a assez de bêtises sur la religion, et je rappelle que lorsqu'on parle de politique ou d'histoire, il n'y a pas la religion qui rentre dedans. Je rappelle que les faits qui peuvent être faits même par des groupes qui se revendiquent religieux, c'est pas la religion, c'est de l'extrémisme politique. Que ce soit ce qu'on appelle l'islamisme ou que ce soit le sionisme, c'est de l'extrémisme politique, avec une idéologie politique. Donc laissez le Coran, laissez la Bible, laissez la Torah, s'il vous plaît. Sauf quand c'est étatique. Salut, j'ai d'abord écouté ta vidéo. Ah, merci, révolté. Non, Alexandre, s'il te plaît, n'interviens pas. Sinon, je vais pas réussir à me concentrer. Excusez-moi, parce qu'il y a Abdelkader à côté de moi et du coup, j'essaye de tout gérer. Donc, en fait, j'ai plusieurs sources sur ce terreau qu'on appelle le terreau à l'origine de la période justement des groupes, des milices, on va appeler ça comme ça. Milice d'abord la Haganah, qui était la milice principale, puis ensuite l'Irgun, qui s'est scindé. L'Irgun a été créé, on va revenir dessus, par les sionistes de droite, d'accord, les révisionnistes notamment, surtout, hein, les révisionnistes, en la personnalité de Jabotinsky. Donc il y avait une opposition de la Haganah, qui était Ben Gourion, qui eux sont des sionistes travaillistes, qu'on va dire de gauche, socialistes, et ceux de droite. Ça déjà, faut bien comprendre, pour le départ, pour comprendre toute cette histoire, parce qu'ils ils n'ont pas toujours été ensemble. Hein. Ils se sont d'ailleurs, Ben Gourion a combattu l'Irgun, en tout cas, alors, a essayé de les limiter jusqu'à un certain seuil. Et donc, il faut bien comprendre la division, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, entre la gauche et la droite. Le panel sur fond blanc est compliqué à lire et commentaire. Ok, alors attendez. Je vais mettre en gris du coup. Donc déjà, de principe, on part déjà de ce principe-là. Hein, faut vraiment que vous compreniez les sionistes à la base, le mouvement principal, l'agence juive, et sous la forme de Ben Gourion et de Weizmann au niveau mondial, sont plutôt des mecs à gauche, pour simplifier. Hein. Et ils étaient dans une idéologie de kibbutz, etc.
Et Jabotinsky, lui, s'est scindé, il n'était pas d'accord, on va pas revenir dessus, notamment sur la notion de la Transjordanie, beaucoup plus nationaliste, beaucoup plus suprémaciste. Lui, il avait une vision, contrairement à Ben Gourion, bon, au final, c'était la même chose, mais sur la limite des territoires et sur la manière de faire, Jabotinsky avait une vision beaucoup plus radicale. Il faut ça, voilà. Ton live est signalé pour comportement haineux. Alors, je vais couper et revenir. Abonnez-vous, je coupe et je reviens. On m'a déjà signalé. Peut-être que c'est la photo. Donc, abonnez-vous, je coupe, je reviens. C'est, voilà. Après, j'ai le Mossad sur le dos. Donc, je reprends. Allez, abonnez-vous tous, je rouvre tout de suite pour pas que ça, voilà. Et je vais mettre une autre photo parce que je pense que peut-être que c'est l'arme derrière qui joue pas. Alors, on a 77 personnes. Attendez, si j'arrive, je vais essayer juste de faire une opposition. Je sais pas si je peux y arriver. Discours et comportement haineux. C'est bizarre, hein. Ah non, c'est bon, c'est passé. Attends. Live restreint, motif. Bon, je rouvre. À tout de suite. Pas rallumer. Faut la laisser passer, c'est 10 minutes. Ça a été pour tout le live. Signalé. Non, tu peux faire une contestation. On était 86. T'as vu? Vous avez vu Révolté? Ouais, c'est pas grave, ça va remonter après. Hein. Je vous laisse tapoter, puis ça va arriver, je pense. On va voir. Sinon, je serais obligée de rouvrir encore, ou alors avec un autre compte. J'ai plusieurs comptes, les gars, aussi. Hein. Vous inquiétez pas, j'ai plusieurs comptes où je reprends, etc. Je tapote. Merci, les gars. Alors, j'arrive juste pas à venir sur mon propre compte. C'est dingue, hein. Ah, je comprends. Attendez, je suis en mode tapotage. Donc j'arrive avec mon autre compte. Je vais essayer de monter aussi avec mon autre compte. Comme ça, on va voir ce que ça donne. Donc ceux qui arrivent, tapoter. Alors Alexandre, ça lui dit. Alexandre, il est à côté, mais il a pas le téléphone. Il est juste à côté. Donc il vous dit bonjour à tous. On vous souhaite à tous un bon dimanche. J'espère que vous avez pris votre petit café, que vous êtes prêts, que vous êtes en forme. Voilà. Tout bien comme il faut. Et n'hésitez pas, ceux qui le souhaitent, à republier. Vous pouvez cliquer la petite flèche, faire republier, et cliquer aussi la petite flèche et faire ajouter à la story. Comme ça donne je vais dire Théo, comme Théo. On va dire comme Théo, comme ça c'est le mot Théo. Et S pour SION, on va dire S. Je suis désolée, on est obligé de parler en termes codés, c'est insupportable, mais bon. Ouais, c'est insupportable. Et là, je pense que... Et les terreaux, c'est comme ça. L'été. Donc voilà, on est 13 pleu-pleu, tout à l'heure on était 86. C'est un live qu'on aurait été au moins 100 personnes, mais bon, ça va remonter, vous inquiétez pas. Le petit salut Billy Maxima, j'espère que tu vas pas oublier, je vois pas de quoi vous parlez. Donc là, on va parler des origines des milices S de l'époque, on va appeler ça comme ça. Et il y a plusieurs sources, si vous souhaitez, je vous les donnerai toutes, celles où je vais chercher. Et plusieurs livres qui ont été rédigés là-dessus. D'ailleurs, il y en a un récent là qui est sorti en juillet, je vais essayer de l'acheter aussi. Beaucoup de choses à dire. Sur cette période-là, sachez que Billy Maximal, si vous souhaitez après rajouter des choses, vous montrer, il n'y a pas de problème. Donc on y va. On va y aller. Je vais vous expliquer 2-3 choses. C'est des choses très factuelles. Donc en 1931, comme ça on revient en arrière. Certains militants, donc on parle des militants S, d'accord, mécontents de la situation, notamment de la Haganah, parce que la Haganah, elle était dirigée par Ben Gourion, et Ben Gourion était dans l'optique d'être en gros une serpillière des Britanniques, plutôt je vous simplifie, hein. Une serpillière des Britanniques parce qu'il voulait justement avancer dans son mandat politique, et il avait bien compris que tant qu'il était sous mandat britannique et que il ne draguait pas les Britanniques, et il risquait de se les mettre à dos, et que voilà. Donc souvent Ben Gourion, qui dirigeait sur la Ghana, était sous sa responsabilité, avait tendance à calmer les gens, et d'ailleurs la Ghana avait
vous verrez dans les textes, une pratique normalement de ne pas répondre. Donc comme il y avait une certaine retenue de la part de la Haganah, beaucoup de S ont quitté, d'accord, ils ont quitté ce groupe parce que bon, ils souhaitaient utiliser davantage la violence et ils ont suivi Avraham Tehomi. Et donc c'est une organisation qu'ils ont appelée d'abord la Haganah Beth, puis ensuite elle est devenue Irgun Zvai Leomi. Donc nous on dit Irgun, mais en fait ça veut dire organisation militaire nationale. D'accord? Donc c'est comme ça que l'Irgun a été créé, par scission, parce qu'ils considéraient, les gens de l'Irgun, que la Haganah était trop molle vis-à-vis des Arabes, et notamment après ce qu'on appelle les pogroms de 1929, on reviendra dessus, mais il y a eu des violences en 1929 et contre les Juifs et contre les Arabes. C'est montré par la propagande S uniquement de la part des Arabes envers les Juifs, mais en réalité il y a eu aussi beaucoup de MORT palestiniens. Donc ça, il faut le noter. Bref, on va pas revenir sur cette date de 1929, parce que c'est pas le sujet, mais juste pour vous remettre un petit peu dans le contexte historique des tensions, de la montée des tensions des années 30 en terre palestinienne. Parce que oui, on appelle ça les terres palestiniennes. Hein. L'autodéclaration, c'était bien après, et le mandat britannique, c'était un mandat britannique sur terre palestine. Ça, faut le rappeler. Hein. Ça l'a été, on ne parlait pas d'Israël. Hein. Israël, ce nom-là, il a été inventé bien après. Bon. D'ailleurs, les passeports de Golda Meir, à l'époque, elles étaient bien palestiniennes. Hein. Alors, Hélène, je te mute juste. Les commentaires, s'il vous plaît, les commentaires antiracistes ou autres, je serais obligée de vous muter. Si vous mettez des commentaires racistes, ça me ralentit dans le live. Donc modérez-vous, les références antisémites, j'en veux pas, les références islamophobes non plus. Modérez-vous, allez dans d'autres lives, crachez votre haine, il y a plein de lives. Bah ouais, il faut que je trouve des modos. Normalement, mes modérateurs, ils débarquent après, quand ils voient mon live. Myriam, si tu veux, je te mets modératrice. Comme tu veux, hein. J'en mets au moins un, parce qu'on est déjà 78, du coup, bah vous allez tous venir et il y aura des propos, je pense, des gens un peu radicaux. Si tu veux, Myriam, si tu acceptes, je te mets modo, puis tu peux muter. Si quelqu'un d'autre veut être modo, faut que je vous fasse confiance. Voilà. Je mets pas modo n'importe qui, il faut que je vous connaisse un petit peu. Ok, alors ok, je te mets modo. Juste pour les modos, je vais vous expliquer comment faire. Alors, j'enlève juste la fonction blocage, parce que ça sert à rien de bloquer. Voilà. Donc les modos, vous mutez en fonction de la gravité de ce qu'ils disent. Si bien sûr c'est des menaces ou quoi, bon. Si c'est juste des petites choses, vous mutez 30 secondes. Ah bah ça y est, visibilité du live restreinte. Attendez, je conteste. Ah bah ça commence. Vous voyez, je suis dans la ligne de la Hasbara, hein, c'est pas possible. C'est normal. T'as interdit les commentaires islamophobes. Alors, tapotez bien, partagez, tapotez, on est déjà restreint. Donc on y va. En 1935, elle s'était rapprochée de la droite sioniste. Donc là, on parle de l'Irgun, qui était à droite et qui a conclu un accord avec le Betar, mouvement créé toujours par le même Jabotinsky. Théoricien de la nation absolue fondée sur l'unicité d'une race. Ça, c'est la théorie de Jabotinsky. Hein. C'était un gros raciste. Hein. Ce dernier avait formé un parti politique qui s'appelait l'Union des sionistes révisionnistes. C'est pour ça qu'on parle de sionisme révisionniste. Le père, c'est Jabotinsky, qui était indépendant des instances dominées par les travaillistes, comme je vous ai expliqué, hein, gauche. En gros, je vous ai simplifié gauche-droite. Hein. Travaillistes, c'est ceux de gauche, le courant dominant de Ben Gourion. Jabotinsky, le sionisme révisionniste, c'est ceux à droite, nationalistes, beaucoup plus nationalistes et beaucoup plus racistes. Et il avait créé le mouvement de jeunesse qu'on appelle le Betar, qui existe encore, contestation non approuvée, oui, bien sûr. Ah, on est déjà restreint, c'est un truc de fou. Donc bon, on va voir pendant 10 minutes. Tapotez un peu, partagez. Vous devez republier, s'il vous plaît. J'ai juste mis la photo d'un homme, hein. C'est quand même pas compliqué. Alors, t'as des Spino et compagnie qui vont raconter des dingueries. Leur live ne saute pas. Moi, je vous parle juste de l'Irgun, ça saute. Bref. C'est un truc de fou. Alors, les révisionnistes réclamaient... par rapport aux
qu'est-ce que les révisionnistes? Impossible de republier. Ouais, ça sera après, je pense, la republication. Donc les révisionnistes, il faut savoir pourquoi c'est important de connaître, pour les Français, pour tout le monde. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, le Likoud est issu du révisionnisme. Benjamin Netanyahou est dans cette mouvance de droite nationaliste. Hein, d'accord? Donc d'abord, c'était Jabotinsky, je vous en ai bien parlé. Après, ce sera repris par Menahem Begin en 1977. D'accord? Menahem Begin, qui est un vrai terreau. Un vrai théo. Et je vais vous en parler justement, si on a le temps, si mon live ne saute pas, que beaucoup de ces gens-là, théo-ionistes, ont été mis à MORT par les Britanniques pour terreau, hein, soit hanged, on va dire, d'une corde, ou autre, ou suicide, on va dire ça comme ça. Et en fait, il y a un musée à l'heure actuelle en Israël qui les commémore. Donc ils sont reconnus par les autorités britanniques et reconnus par l'ONU comme des terreaux, mais ils sont commémorés, mémoire nationale, a même une journée de recueil. Je vous montrerai, si vous le souhaitez, les choses. Hein. Donc sachez bien que ce que je vous apporte, ça pose problème à la Hasbara, parce qu'une fois que le monde entier, et les Français en particulier, puisque mon live est francophone et je vise les Français et les Suisses, auront réalisé que l'État d'Israël s'est fondé sur du terreau, et que même en plus, il y a eu la reconnaissance de ces terreaux comme des héros nationaux. À l'heure d'aujourd'hui, quand vous avez des dirigeants d'extrême droite issus de ce courant-là, qui vont dire que le monde entier est héros contre eux, il n'y a plus aucune légitimité. Il n'y a plus aucune légitimité. Donc bien sûr que ça pose problème, parce que vous cassez... Quand vous avez bien étudié cette période et que vous avez bien montré à l'heure d'aujourd'hui ce qu'ils font, vous cassez toute leur propagande. Il n'y a pas besoin d'avoir 36 000 CNews, 36 000 Pascal Pro pour démonter leur propagande. Hein. Il n'y a que l'histoire. Les faits historiques. Point barre. Ça suffit. Donc les révisionnistes, ils ont toujours eu le même courant. Réclamer l'immigration en masse en terre d'Israël. C'est-à-dire que eux, c'était la judaïté pure, les juifs, un État juif pur, où on dégage les Arabes, hein, je vais vous le dire, et où on fait du coup immigrer en masse tous les juifs du monde. C'est la version du sionisme la plus radicale, celle dont on parle aujourd'hui, et qui est au pouvoir en Israël. La Knesset, elle est dominée par ça. Le Likoud, il a, avec la coalition, 61 la majorité des sièges. D'accord ? Donc c'est ça le problème. Quand les gens dénoncent le sionisme, on dénonce pas le sionisme des gens gentils. C'est le sionisme révisionniste de droite, raciste. C'est cette vision-là qu'il faut bien préciser. Et donc oui, donc eux, c'est immigration de masse qu'ils ont toujours voulu. Racisme, hein, supériorité juive, ça c'est clair. L'annulation de la séparation entre la Palestine cisjordanienne et la Transjordanie, c'est la raison pour laquelle il y a eu la scission et qui se sont opposés. Quand vous allez voir dans les écrits sionistes, il y a différents journaux, chaque parti, ils se sont opposés les uns les autres sur la Transjordanie. Hein, notamment parce que les Britanniques avaient décidé de donner la Transjordanie à l'émir Abdallah en 1922. Et Ben Gourion avait accepté, mais Jabotinsky disait non, c'est pas possible. Nous, on veut le grand Israël tel qu'il l'est, avec telle frontière, qui sont beaucoup, beaucoup plus grandes que ce que Ben Gourion réclamait, les gars de gauche réclamaient. Et il réclamait aussi la formation d'une légion juive, d'accord, de mettre en place des milices armées, puisque Jabotinsky, il faut savoir qu'il a fait la guerre pendant la Seconde Guerre mondiale aux côtés des Britanniques, contre les NAZI. D'ailleurs, c'est intéressant, on reviendra dessus. Mais là, je ne vais pas faire sauter mon live, mais sachez que Jabotinsky a dénoncé Ben Gourion et les accords Avara en disant qu'ils étaient des Hitler's friends, Hitler's allies, des alliés de Hitler. Les écrits sont là. Hein. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très factuel et même encore à l'heure d'aujourd'hui, c'est encore dans les écrits israéliens. Ça quand on en parle, ça les fait grincer des dents. Bref, alors, 17 juillet, tapotez, partagez, parce qu'ils ont bien signalé mon live. Tapotez, partagez à fond la caisse, comme ça on va être à 50K rapide.
17 juillet 1936, Jabotinsky publie un pamphlet dans le Bétar. Alors le Bétar, il faut savoir qu'il existe encore à l'heure actuelle. Hein. Le Bétar est très proche de la LDJ, c'est vraiment le sionisme de droite. Le Bétar, je vous cite un membre, c'est le fameux... comment il s'appelle? Alexandre, aide-moi. Le fameux politicien français avec ses lunettes, là, le gros porc. Meir Habib. Meir Habib, voilà. Meir Habib, le Bétar. Multi-condamné. Voilà. Donc, vous voyez, allez voir dans le Bétar français. 2 ans de prison ferme pour agression. 3 ans, et après, c'est redescendu à 1 an. Ouais. Voilà, Meir Habib. Vous voyez, il m'insupporte tellement que je sais plus son nom. Mais sachez que lui, c'est le Bétar, et qu'ils ont été condamnés en France à de nombreuses reprises pour des violences sur des pro-palestiniens ou sur des individus, soit musulmans, soit arabes, on va dire ça comme ça. En gros, c'est des skinheads version sémite. C'est des fachos sionistes, voilà. Version sémite. Exactement. Et sachez que ces membres du Bétar et de la LDJ sont sur TikTok. Hein. Je vais pas vous citer qui, moi je sais exactement qui est sur TikTok chez ces gens-là. Ils sont parmi nous et parfois d'ailleurs vous débattez avec eux. Je vois pas l'intérêt, mais bon, voilà. Ils testent les Français. Les voilà. Alors on avance. Donc Jabotinsky publie un pamphlet sur l'organe du Bétar. Vous voyez, on n'est qu'à 30 personnes. On est monté à 100 personnes. C'est un truc de fou. Hein. Là, moi, je suis notée dans la Hasbara. Hein. Je suis notée, ils m'envoient direct à Tel Aviv et mes lives, ils sont signalés parce qu'il n'y a que la vérité qui fâche. Ils ont honte de leur passé. C'est ça qui est dingue. Hein. Les mecs, ils soutiennent Netanyahou, ils soutiennent le sioniste révisionniste, ils soutiennent Menahem Begin, mais ils veulent pas qu'on parle des origines. C'est dingue, hein. Ouais, je suis shadow, mais bon, ça va remonter, vous inquiétez pas. Donc, Jabotinsky publie le pamphlet dans l'organe Bétar qui critique la politique de retenue, comme je vous ai dit, des dirigeants de la communauté juive de Palestine, que tous appelaient le Yishuv. Hein, c'était l'ancien nom pour la communauté de gauche, hein, socialiste plutôt, le Yishuv. Donc il dit, depuis 18 ans, ils commettent le plus grand des péchés et font honte à notre jeunesse, obligent nos jeunes à tenir un rôle de lâche. C'est uniquement en raison que la jeunesse juive doit faire preuve de retenue, car sinon, elle pourrait avoir à affronter l'armée britannique. Ce n'est pas rien que les journaux et les ministres s'expriment en faveur de la retenue. Demain, nous entendrons d'autres chansons. Les Juifs survivent en terre d'Israël uniquement grâce aux baïonnettes britanniques. Et d'exprimer l'espoir qu'après les émeutes arabes, une force de défense juive voit le jour. Alors la LDJ, effectivement, elle est considérée comme terreau partout, mais pas en France. La Jewish Defense League, elle est terreau aux États-Unis, notamment, elle a été interdite, et en Israël, fondée par Meir Kahane, mais en France, elle était tolérée, même si elle n'existe pas en tant qu'entité juridique. Mais la LDJ, tout comme le Bétar, voilà, on sait ce que c'est derrière. C'est de l'extrême droite. Donc, le 16 avril, des hommes appartenant à l'Irgun ont assassiné plus loin Iné 2 Arabes. D'accord ? Il y a énormément de faits. Hein. C'est pas, ils ont agi comme ça. Ils se baladaient dans la rue et ils prenaient des gens au hasard. Parfois des femmes, parfois des enfants. Ah. Voilà, je suis encore restreinte, voyez ? Non, là, là. Vous savez quoi ? Je vais finir par ouvrir encore, hein, parce que je me suis encore pris une restriction. Ah, ils supportent pas. Juste, je vous donne les références. C'est Charles Anderlin par le feu et par le sang, ce genre de choses. Hein. Ils sont... Attendez, je regarde juste qui est en train de signaler, parce que peut-être qu'ils sont en bas, là. Non, je pense que c'est des bots externes qui signalent. Comme d'hab. Hein. Alors, la grève des Arabes. On arrive à la grève. Hein. Donc, en fait, là, on va arriver aux origines de la grève. Mets-toi sur Twitch, je vais regarder. Donc, origine de la grève de 1936, c'est sur des assassinats d'Arabes. Hein, juste pour vous dire. Hein. Parce qu'on va vous dire, oui, la grande révolte, etc. Donc, le 16 avril, ils zigouillent 2 Arabes. On va dire ça comme ça. Théomi interdit toute nouvelle attaque anti-arabe par crainte d'un affrontement avec les Britanniques. Donc, il a le soutien de Jabotinsky, qui espère toujours que les autorités mandataires, c'est-à-dire les Britanniques, autoriseront la formation d'une force militaire juive semblable à celle qu'il avait combattue aux côtés des Alliés durant la Première Guerre mondiale. La grève des Arabes de Palestine est générale. Donc, juste plus loin, Ina, il commence à y avoir la grève. C'est le début de la grande révolte arabe. Les actes de terreau se multiplient.
Les Britanniques envoient des convois protégés par des militaires. Donc les Britanniques vont fortement réprimer les Arabes. L'armée fait intervenir l'aviation, d'accord? L'armée britannique utilise les avions. En juin, les autorités détruisent une partie de la vieille ville de Jaffa pour y rouvrir des rues modernes. Ils attaquent les bateliers du port, parce que les bateliers du port arabe, soi-disant, c'était les plus radicaux. Simultanément, en raison des violences, les Juifs ne peuvent plus se rendre à Jaffa et débute à Tel Aviv la construction de la jetée qui deviendra la plus grande ville juive. Ah oui, alors les villages, c'est après. La Nakba, c'est après. J'en ai beaucoup parlé, hein, j'en ai fait beaucoup des lives de ça, mais on en reparlera. Donc, je vais vous expliquer un truc. À la fin du mois, je vais devoir partir sur Twitch ou je sais pas quoi, parce que j'en ai marre. Hein. On est 35, alors qu'à la base, c'est des lives où on est 150. Mais bon, bref. Fawzi al-Kawouji, je sais pas si vous le connaissez. C'est un ancien officier irakien de l'armée ottomane. S'installe dans le nord de la Palestine avec des irréguliers arabes et des volontaires de Syrie. Londres dépêche 20 000 hommes pour renforcer son dispositif. Donc vous savez qu'au début de la grande révolte arabe, il y a eu justement cet Irakien avec des troupes syriennes. Je ne sais pas si ils le disent très rarement, au nord. Les accrochages se multiplient entre l'armée qu'on appelle l'armée Kabouji, parce que c'est le nom du gars, il n'y a pas d'autre, voilà, et les unités britanniques. Sauf qu'en fait, ces irréguliers, parce que c'était juste un homme, hein, cet ancien officier, il est venu tout seul, etc., ils ont eu beaucoup de défaites. Défaites sur défaites, avec des négociations discrètes, et donc ils ont dû se retirer. En gros, ils ont dû se retirer parce qu'ils ont fait du chantage aux Irakiens. Comme lui, Al-Kawouji, c'était un ancien officier irakien, les sionistes, ils ont appelé le ministre des Affaires étrangères, qui s'appelait Nouri Es-Saïd, pour lui faire du chantage. Ah oui, en fait, à Hélène, c'est parce que les références à Auschwitz, voilà, je vous enlève ça, c'est tout. S'il y a des références comme ça, je suis obligée de vous l'enlever, les gars. Je vous ai dit, il faut pas faire de trucs antisémites ou quoi, s'il vous plaît. Parce que c'est contre-productif pour mon live, hein. Je suis obligée. En plus, après, ils capturent l'écran, etc. Vraiment. Essayez de rester dans la description des faits historiques, mais pas dans les attaques sur ces conneries-là, s'il vous plaît. On n'est pas sur la Seconde Guerre mondiale, donc voilà. Donc, le ministre des Affaires irakien, on en est là, Jérusalem, va au shop, laisse entendre qu'une commission d'enquête royale viendra examiner la situation en Palestine et notamment la position arabe. Et donc le 11 octobre, le Haut Comité arabe, conscient de l'infériorité militaire, suspend la grève générale et reconnaît l'autorité de la couronne. Donc ça, c'est vraiment début 36. Sachez qu'elle va durer jusqu'à 39. Il va y avoir beaucoup de rebondissements. La première phase de révolte s'achève. Première phase de révolte, 80 juifs, 197 arabes, 197, presque 200, 28 britanniques ont été pragmatisés. Et 1 millier de blessés. Vous voyez, ça, c'était le début. Et donc, le 25 octobre, Kawouji et ses volontaires, hein, les Syriens et les Irakiens, quittent la Palestine. Donc, c'était un échec cuisant. Ça, c'est le début. Maintenant, on est dans cette période importante où ça va être la commission Peel. On va vraiment arriver à cette commission. Donc, Sir Robert Peel, elle est extrêmement importante, cette commission, je vous en ai déjà parlé, vous devez la garder en tête. Je vous expliquerai pourquoi. Parce qu'elle annule complètement la déclaration Balfour. C'est-à-dire que les sionistes à l'heure d'aujourd'hui vous parlent encore de Balfour, sauf qu'elle a été annulée par la commission Peel à 100%. Ça sert à rien d'en parler, à part juste d'un point de vue historique. Mais elle n'a pas de valeur juridique, la déclaration Balfour. Et ça, c'est extrêmement important, parce que quand vous les entendez, c'est comme si les sionistes, ils avaient déjà eu un État arabe en 1917. Sauf que déjà, c'est un foyer, et en plus, ça a été annulé. Donc, voilà. On va retourner sur la commission Peel, ce qui a valu la pragmatisation de pas mal de gens, et justement, la radicalisation de l'Irgun. Donc Robert Peel, il arrive en Palestine. En fait, c'était tellement le bordel, pour vous expliquer, entre les communautés juives et arabes, avec ce début de grève, que les Britanniques, ils ont dit, on va faire une commission, on va poser toutes les questions à la commission, et on va voir qu'est-ce qu'on fait, parce qu'il faut vraiment qu'on tranche. On risque, c'est ce qu'ils disaient les Britanniques, on risque de la part des Arabes d'avoir une insurrection monumentale et de perdre notre mandat, parce qu'ils savent très bien que là, les oppositions entre les deux on va dire les deux
les deux ethnies, on va appeler ça comme ça, même si c'est pas vraiment le cas, bref, les deux parties sont trop fortes. Donc Sir Robert Peel arrive le 11 novembre. Les dirigeants sionistes sont inquiets, hein, et donc notamment à propos du fameux foyer national juif qui pourrait être mis en question. Parce que pour eux, 1917, la déclaration de Balfour, avec sa mise en place en 1920, c'était pour eux c'était un gain acquis. D'accord. Donc il va y avoir une grosse enquête qui va durer quand même pas mal de temps, avec des audiences publiques. Hein, derrière, il y a qui? C'est Weizmann, Chaim Weizmann, qui est le président de l'Organisation sioniste mondiale. Il faut savoir que Weizmann, Organisation sioniste mondiale, et en fait, il s'appelle comme ça. Hein. C'est juste l'agence juive au niveau mondial, mais c'est sioniste. OSM. À 62 ans, originaire d'un village de Biélorussie, donc ça c'est pour Weizmann, chimiste de renom dont les découvertes ont contribué à l'effort de guerre britannique, ce sioniste de première heure se lance dans un plaidoyer passionné et demande à la Grande-Bretagne de respecter la promesse qu'elle a contractée dans le cadre de la déclaration Balfour. Nous voulons construire en terre d'Israël quelque chose qui soit aussi juif que l'Angleterre est anglaise. Donc il évoque le drame des juifs sans patrie, critique le nationalisme arabe. Qu'est-ce qu'il dit du nationalisme arabe? Une idéologie empruntée à l'Europe qui n'a pas sa place en Palestine. Alors ça me fait rire. Hein. Parce que t'as un gars comme Weizmann, qui est biélorusse, hein, qui sioniste, et qui va nous dire que le nationalisme arabe, alors que les Arabes sont chez eux sur place, c'est une idéologie empruntée à l'Europe. Alors que lui, le sioniste, a une idéologie allemande et européenne, 100%. Et surtout colonialiste. Vous voyez, il inverse complètement. Le nationalisme arabe, c'est les Arabes chez eux, point barre. Après, ils voulaient faire du pan-nationalisme, c'est-à-dire lier plusieurs pays, ça c'est leurs affaires. Vous voyez, pour les sionistes, le nationalisme arabe, c'est une idéologie empruntée d'Europe. Et ça, je trouve ça gonflé. Encore une fois, l'inversion accusatoire. Et ça passe, hein. Ça passe. Hein. Les Britanniques, pour X raisons, pas tous, il y avait quand même des Britanniques évangélistes, beaucoup étaient bien sûr des colonisateurs, beaucoup étaient intéressés, pour X raisons, on en a déjà parlé, des ressources, etc., et du Moyen-Orient, étaient plus pour les sionistes. C'est une réalité. C'est une réalité. Il suffit de voir qui ils ont nommé à chaque fois, hein, et quels étaient leurs liens avec... bref, on en reparlera, je vous donnerai les noms, vous verrez. Donc l'agitation arabe, dit-il, a pour origine la politique de l'Italie qui entend saper l'influence britannique en Méditerranée. Bon. Si un conseil législatif venait à être créé à présent, et si l'actuelle minorité juive se voyait attribuer un nombre égal avec la majorité arabe, les juifs ne demanderaient jamais plus, quelles que soient les proportions futures entre les populations arabes et juives. Donc là encore, c'est du mensonge. Là, vous voyez, en fait, entre ce que les dirigeants sionistes voulaient en privé, hein, et ce qu'ils disaient aux Britanniques, c'est le jour et la nuit. Parce qu'on sait très bien, l'histoire nous a montré, et les preuves aussi, qu'en vrai, plus ils pouvaient s'expandre, plus mieux c'était. Ça n'a jamais été, on veut une petite portion du terrain. D'ailleurs, vous allez voir, on ira voir quand ils ont négocié le Negev et comment ils l'ont eu, hein, parce que ça leur suffisait pas. Alors, à la base, le Negev, il était donné aux Arabes. Hein. Donc c'est bien une preuve qu'ils voulaient plus. Je suis désolée. Et ils ont négocié. Ben Gourion a réussi à l'avoir d'ailleurs en 48. Hein, la fameuse partition de l'ONU, Ben Gourion est parti chialer auprès de l'ONU pour avoir le Negev, qui est une grosse partie, hein, une grosse partie désertique. Mais elle était donnée aux Arabes. Donc déjà rien que ça, moi je suis désolée, c'est un argument. Salut tout le monde. Alors, tapotez, partagez le live, je suis Shadowban, hein. Ils m'ont tellement mis de signalements là. Ils supportent pas d'avoir leur pote en photo. Pourtant, bon, bref, je vais pas faire de commentaires sur le pote qu'il y a là. Juste celui en photo, je vais vous expliquer après vite fait sa vie, c'est le plus gros fasciste sioniste. D'accord? Il est plus radical que Jabotinsky. Je vous expliquerai après qui il est et pourquoi. Là, on est juste sur la création de l'Irgun, sur cette période de 1936 et du plan Peel qui est extrêmement importante et qui explique ensuite le terreau, etc., etc. On est obligé de comprendre ça. Donc, à huis clos, hein, le 18 décembre, Weizmann prend la parole devant la commission et décrit ce qu'il regarde comme une situation asymétrique. Après la Première Guerre mondiale, les Arabes ont pu créer 3 États. Si les Arabes se retrouvaient un jour en état d'infériorité numérique par rapport aux Juifs en Palestine, ce ne serait pas le cas dans le monde arabe considéré globalement.
Vous voyez, en huis clos, il dit, bah d'accord, bah, si un jour il y a moins d'Arabes, c'est pas grave parce qu'autour il y a d'autres Arabes. En gros, à huis clos, il raconte pas du tout ce qu'il raconte en public. Il évoque le sort des Juifs d'Europe. Ils sont 6 millions. Et à mon avis, seuls 2 millions peuvent être sauvés. 1 million immigrera en terre d'Israël. 1 million s'installera dans d'autres pays. Vous voyez bien qu'en 1936, Weizmann avait déjà la notion d'antisémitisme des NAZI. La final solution, elle a été faite en 41, je crois, 41-42, un peu plus tard. Mais ils avaient déjà cette notion. Et ils savaient qu'ils n'arriveraient pas à en sauver beaucoup. Vous voyez, il y avait déjà une forme d'échec vis-à-vis des Juifs d'Europe de la part des sionistes, d'abandon. C'est ça. Ça, c'est important que vous le compreniez parce que les sionistes ont abandonné les Juifs d'Europe à leur sort et à leur génocide. Ça, les écrits le disent. Et là, je parle des autorités sionistes comme Weizmann, Ben Gourion, etc. Je parle pas des autres, notamment de ceux de droite ou des autres personnes. Je parle vraiment factuellement selon les sources historiques. Parce qu'il y en a qui sont quand même allés sauver, etc. Mais c'était plus des gens de droite et des individuels. D'accord ? Bon, on viendra plus tard dessus, sur cette période sombre de l'histoire. Donc un membre de la commission lui demande combien de temps sera nécessaire pour intégrer 1 million de juifs en Palestine. Il répond 25 à 30 ans, c'est difficile à dire. Et il laisse entendre que l'immigration d'1 million de personnes pourrait satisfaire le mouvement sioniste. Il faut accélérer l'immigration, mais en étant conscient du fait que si nous allons trop vite, nous risquons de nous briser le cou. Or, ça c'est à huis clos, hein, d'accord ? Ben Gourion, lui, il est vert de rage en lisant le procès-verbal des déclarations de Weizmann, Ben Gourion, et lui envoie une lettre écrite au vitriol. Les deux hommes ont une explication orageuse. Ben Gourion comparait à son tour devant la commission. À la question « Le mandat britannique est-il la Bible du sionisme ?» Il répond « La Bible est notre mandat ». Ça, c'est important. Hein. La Bible est notre mandat. C'est comme ça, les sionistes. Hein. C'est-à-dire que pour eux, même les athées, ils vont se fonder sur des écrits bibliques. Or, on sait à l'heure d'aujourd'hui, les gens, désolé pour vous tous les croyants, là on parle scientifique, hein, peu importe, moi je suis croyante aussi, mais on met ça de côté, que l'histoire et l'archéologie n'est pas en faveur à 100% des écrits religieux. Il y a bien une différence entre la spiritualité et la religion et les faits scientifiques. Ça, c'est clair et net. Donc, la Bible est notre mandat. Non, la Bible n'est pas un cadastre. Hein. Bon, ça, c'est une réalité. Il explique qu'il est favorable à un foyer national et non à un État hébreu. Bon, ça, c'est Ben Gourion qui dit ça. Les Juifs ne cherchent pas la souveraineté sur les Arabes de Palestine. Un État souverain pourrait fermer ses portes devant les nouveaux venus. Donc, vous voyez, il caresse encore une fois, dans le sens du poil, les Britanniques. Hein ? D'autres personnalités juives viennent témoigner, affirmant que l'immigration arabe clandestine de Syrie est bien plus importante que l'immigration juive. Alors ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Hein, mais vous voyez, à la commission Peel, il y a eu beaucoup de mensonges qui ont été faits, dont la poursuite ne peut être favorable. Le Haut Comité arabe, alors cette fois, ils vont commissionner les Arabes. Jusqu'alors, ils boycottaient les travaux de la commission, et ils ont fait volte-face et ils se sont entretenus avec le roi Ibn Saoud à Riyad. Donc, le 5 janvier 1937, on est avancé un petit peu, le moufti, le fameux Al-Husseini, hein, Hajj Amin Al-Husseini, le fameux, tout le monde en parle, présente devant elle la position des Arabes. Il rappelle aux membres de la commission les promesses faites par la Grande-Bretagne aux Arabes durant la guerre. Rappelez-vous. Ce qui était fait pendant la déclaration Balfour 1917 avait été fait aussi pour un État arabe. Ça, ils oublient de vous le dire. Si d'un côté on dit foyer juif, évidemment c'est un foyer juif au centre d'une majorité arabe individualisée. Ça, les sionistes vous le diront jamais. Et il affirme que la Palestine ne dispose pas des ressources économiques suffisantes pour accueillir de nouveaux immigrants juifs. Il réclame la formation d'un État indépendant de Palestine gouverné par des représentants élus de la majorité arabe. Vous voyez, le porte-parole, c'était Husseini. Ouais, vous pouvez republier si vous le souhaitez. Je pense que le shadowban, il est passé. Republiez et mettez en story, s'il vous plaît. Donc, Sir Robert Peel interroge. Puisque vous demandez la création d'un gouvernement national en Palestine, que ferez-vous des 400 000 juifs qui vivent ici ? Vous voyez, pour vous dire ce qui arrive, on est en 1937, d'accord ?
Qu'est-ce qui répond H. Amin, le fameux. Je l'appelle le fameux parce que vous en avez, les sionistes, ils en ont tellement parlé que tout le monde le connaît. Ce ne sera pas la première fois que des Juifs auront vécu sous la souveraineté d'un État arabe. Dans le passé, il y a eu des États arabes qui ont fait preuve de beaucoup de compassion à leur égard. L'histoire montre que durant toutes les périodes, les Juifs n'ont trouvé le répit que sous la protection des dirigeants arabes. Vous voyez, ça c'est une réponse, bien sûr, que les sionistes ne vous donneront jamais. Hein, parce qu'on veut faire passer Husseini pour un Nazi, etc. Mais la tolérance envers les Juifs qu'ils pouvaient avoir, notamment avec cette commission Peel, c'est écrit. Hein. Ça, ils vont pas vous le dire. Il dit « L'Orient a toujours été un refuge pour les Juifs échappés d'Europe. » Alors, c'est la vérité. C'est la vérité. Rappelez-vous la période 1400-1500 espagnole, où les Juifs et les musulmans ont été dégagés par les catholiques fachos de l'Inquisition, entre autres. Eh oui, l'histoire est véridique, et que les Juifs ont été accueillis au Maroc, en Algérie, etc., etc. Qu'ils ont d'ailleurs au Maroc, Maïmonide en est la preuve. Hein. Maïmonide est arrivé au Maroc, il y avait au Maroc un développement spirituel juif très important, des synagogues, etc. Ils n'étaient pas, ils avaient le droit de pratiquer leur culte au Maroc. Hein. Voilà. Donc quand on va nous dire oui les Juifs ils étaient les pauvres dhimmis ils étaient maltraités, ben non, il y a des synagogues, il y a Maïmonide qui a écrit des choses quand il est passé au Maroc, il s'est d'ailleurs formé avant de repartir. Donc voilà. Après je dis pas que c'était universel partout, dans toute période et dans tout pays il y a eu des choses, on peut trouver des preuves contraires, mais la vérité est que c'est une vérité factuelle. Alors, qu'est-ce que dit Sir Robert Peel? Si vous parvenez à un accord avec les Anglais, serez-vous prêt à permettre aux Juifs de rester dans le pays? Ouais, les questions sont factuelles. Hein. Haj Amin y répond « Ceci est une question que le gouvernement qui sera formé devra examiner le moment venu. » Voilà. Donc, un membre de la commission royale a même noté « Nous ne doutons pas de la sincérité ni de l'humanité des intentions du Moufti et de ses collègues. » Écoutez bien, tous ceux, nous ne doutons pas de la sincérité ni de l'humanité des intentions du Moufti et de ses collègues. C'est factuel, ça. Hein. Le hélicoptère, etc., Albator, ils viennent pas dans mes lives parce que je vais leur claquer ça dans les dents et ils sauront pas quoi répondre parce qu'on veut toujours faire passer. Moi, je vous en reparlerai de Husseini et des brigades soi-disant SS des Balkans. Je vous expliquerai quel a été leur rôle. Le rôle de ces brigades a été nul dans le génocide des Juifs à la Seconde Guerre mondiale. D'accord ? Ils n'ont rien fait. Ils ont été contre des Serbes. Ils ont même combattu des autres Arabes, des autres musulmans. D'accord ? Ça a été prouvé par Gabriel Ashkar sur les Arabes et la Shoah. Livre très important, vous pouvez l'avoir gratuitement en ligne. Si ça vous intéresse de démonter la propagande sioniste avec les Nazis et Al-Husseini, il a 60 pages dans son livre Les Arabes et la Shoah, où il démontre que le grand Moufti et ses brigades n'ont rien fait contre les Juifs. Donc ils vont, oui, nous prendre des effets, oui, ils ont été chez les Allemands, mais c'était des trucs politiques. Ça, je suis désolée, c'est réel. Bon, c'est une parenthèse. Et là, les hélicoptères et tout, on ne les entend pas. Ils viennent juste signaler en secrète parce qu'ils se disent « Non, mais Uni, elle fait trop de bon boulot, là, on peut plus. » Alors, donc, le membre de la commission royale, après avoir dit l'humanité et la sincérité du Moufti et de ses collègues, hein, quand même, c'est des Britanniques qui disent ça. Mais nous ne pouvons oublier que les politiciens arabes n'ont jamais caché leur haine envers le foyer national juif, haine qui a contaminé l'ensemble de la population arabe. Alors là, il nous parle juste de la formation du foyer juif. Il ne nous parle pas des juifs. Il nous parle bien d'une opposition à un projet politique. Et ça, c'est important. Et d'ailleurs, l'ensemble de la population arabe, c'est faux. Toujours, encore une fois, Gabriel Ashkar a bien démontré, notamment le soutien, notamment en Égypte et de beaucoup d'Arabes contre le nazisme, hein, contre Hitler. D'ailleurs, je rappelle quand même une seconde, hein, parce qu'on est dessus. Et je l'ai lu ce matin ou hier, je sais plus.
Ouais, je suis une tueuse en histoire. Ouais, bah les gars, je bosse tous les jours mon sujet. Hein. Tous les jours, j'ouvre des bouquins. Donc au bout d'un moment, je fais une synthèse. Donc, il faut savoir, pour ceux qui ont la propagande, oui, il y a eu des Palestiniens qui en sont allés combattre avec le H, le H, la moustache. Il faut savoir que c'était une poignée de personnes perdues, d'accord. Il y en avait que quelques dizaines. Par contre, des milliers de Palestiniens dans les armées britanniques qui sont morts contre des nazis, c'est factuel. Vous allez voir le nombre de Palestiniens du côté britannique, des Français, qui ont combattu les Allemands, hein, par rapport à ceux qui sont côté allemand. Et là, ils vont bien fermer leur bouche, les sionistes. Parce que des Palestiniens qui sont morts contre des NAZI, il y en a des centaines et des centaines. Parce qu'on a besoin de rappeler Riggs et les 150 et 180 millions de juifs qui ont... Non, genre, voilà. Donc ça, c'est factuel. Prenez les notes, les gens, et allez le diffuser sur leur live parce que, et faire des publications. Ça, c'est très important. Brian Riggs rappelle qu'il y avait des centaines de milliers de juifs d'origine qui étaient dans le Troisième Reich. Attends, j'ai pas fini. Oui, je sais, mon loulou. J'ai pas fini. Alors, on va arriver. Hamouni Abdel Hadi, juriste de renom, déclare ensuite que les Arabes ne peuvent accepter la perspective de voir les Juifs devenir majoritaires en Palestine. Les Allemands veulent chasser les Juifs d'Allemagne et les Juifs veulent chasser les Arabes de Palestine. C'est ce qu'il disait. Hein. Sa réaction à l'idée d'un partage de la Palestine, jamais la France n'a accepté la perte de l'Alsace et de la Lorraine. C'est juste, vous voyez, quand les sionistes disent non, ils ont la haine des Juifs, non, les Arabes palestiniens, ils ont l'amour de leur terre, de rester chez eux, majoritaires, comme des Français. Comme nous, les Français. Tous ces patriotes à deux balles qu'on voit, hein, les extrêmes droites patriotes, qui n'arrêtent pas de dire on est français, on est chrétien, bah vous devez soutenir les Palestiniens. Les Palestiniens sont chez eux à défendre leur terre. Et ils ont toujours eu ce projet. Et en plus, ils ont accepté les Juifs. Vous voyez, dans l'histoire, au début, avant que ça bascule dans les années 50, 60, 80, parce qu'on n'en est pas là, on est à l'origine. Vous voyez bien la vérité. Et ça, c'est factuel. Après, on pourra retourner sur le FPLP, les trucs, on peut condamner hein, des choses plus radicales, mais la base de la base, elle est simple. Donc les Arabes ne savent pas que Haïm Weizmann mène alors des négociations secrètes avec un membre de la commission, le professeur Reginald Coupland, qui enseigne l'histoire coloniale à Oxford. Vous savez, parce que les Anglais, hein, ils ont quand même en l'université l'histoire coloniale. Hein, juste pour vous dire à quel point l'Angleterre était colonialiste. Il faut bien le rappeler. Je pense qu'il n'y a pas plus colonialiste que l'Angleterre. Peut-être l'Espagne, mais on ne va pas faire un concours de qui étaient les pires colons. Les deux hommes se rencontrèrent discrètement dans des écoles de filles à Nahalal, un village agricole. Ils discutent du partage de la Palestine en deux États, l'un juif et l'un arabe. Vous voyez, mesquine, Weizmann, il fait sa commission et par derrière, il va parler au professeur d'Oxford d'histoire coloniale. je vous dis, plus vous allez étudier l'histoire, plus vous allez tomber par terre. À l'issue de leur premier entretien, qui aura duré 8 heures, Weizmann lance aux agriculteurs juifs venus les saluer. Qu'est-ce qu'il dit? Attendez, écoutez bien. Les gars, je viens de poser les fondements de l'État juif. Vous voyez, par derrière la commission Peel. Mis dans le secret, Ben Gourion dit son enthousiasme. Il réunit le MAPA, donc son parti, et dit « Ce projet est fantastique. Mais il est condamné s'il est présenté comme une proposition juive. Il faut qu'il s'agisse d'un plan britannique. » Vous voyez? Donc, même Ben Gourion, il va dire, on va dire au monde que c'est les Britanniques qui ont mis en place des choses, mais en fait, c'est nous derrière. Ça a toujours été. Hein. Alors, la conséquence, hein, bien sûr, c'est qu'ils sont pas contents. Chez les sionistes, ils sont pas tous contents. Parce qu'ils disent partager la Palestine, n'est-ce pas amputer la terre d'Israël d'une partie de son territoire. Déjà, la Transjordanie, je vous avais dit, hein, pourtant promise à l'origine au mouvement sioniste, soi-disant, a été offerte à l'émir Abdallah pour qu'il érige son royaume. Alors, c'est rigolo, juste une parenthèse, les sionistes, ils m'entendent. Parce que vous êtes les premiers, les sionistes, à l'heure d'aujourd'hui, en 2025, à nous dire que les Arabes palestiniens, leur État, c'est la Jordanie. Pourtant, les sionistes révisionnistes se sont battus pour la Jordanie en tant qu'État juif. Moi, je comprends pas votre logique, les sionistes de 2025 de TikTok. La Jordanie, c'est palestinien ou c'est israélien?
Hein, parce que moi, les preuves des révisionnistes qui disent que la Jordanie, c'est à eux, et à l'heure d'aujourd'hui, je vous dis juste que le Likoud, c'est les révisionnistes. Donc, vous voyez bien qu'ils mentent à longueur de journée, ces sionistes. Ils connaissent même pas leur histoire. Donc, on nous dit que Ben Gourion prônait un foyer national juif du fleuve Litanie, c'est-à-dire Sud-Liban jusqu'à El Arish dans le Sinaï, ne considère plus comme définitives les frontières du partage. Qu'est-ce qu'il raconte? Ce sont des étapes de l'histoire. Nous ferons éclater ces frontières et pas nécessairement par l'épée. Hein, il a écrit ça à Moshe Chertok, le directeur du département politique de l'agence juive. Donc il leur disait bien, on fait des accords avec les Britanniques en acceptant une partition, mais on fera éclater les frontières dès que possible. Salut chevalier. Ah bah Chevalier d'Aille, vous voyez Chevalier d'Aille, c'est un frère catholique, un frère en religion catholique, comme moi vous savez je suis catholique, qui démonte les faux catholiques et les faux chrétiens pro-sionistes. Voilà. Donc abonnez-vous à Chevalier d'Aille si ça vous intéresse, même les musulmans. Vous verrez, il a une super page. Et d'ailleurs, il démonte quelqu'un que je ne peux pas blairer, entre parenthèses, qui s'appelle Gabriel. D'ailleurs, il a pris le nom du meilleur des archanges. Bref, d'un des meilleurs archanges chez nous, puis aussi chez vous d'ailleurs, chez les musulmans, Djibril. Bref, mais c'est terrible. Hein. Les faux catholiques sur TikTok qui sont fascistes et avec les sionistes extrémistes, moi je comprends pas, il y a un problème. Bref. Mais on en reparlera de ça. Il y a beaucoup de choses. Après, il connaît Chevalier d'Aille, il est très fort en Bible. Moi, je suis pas une grande, je suis très croyante, mais pas une grande pratiquante. Mais bon, bref, peu importe. On avance sur l'histoire. Donc Jabotinsky était alors interdit du séjour en Palestine. Hein. Le mec, ils l'ont dégagé, hein. Tellement il était radical. Donc il est entendu cette fois à la commission Peel. On l'entend en février 1937. Écoutez bien ce qu'il va dire. Il est entendu où? À la Chambre des Lords à Londres, puisque lui, il était persona non grata en terre palestinienne. Hein. Il déclare « Lorsqu'on me pose la question, lorsqu'on demande à un juif quoi, les juifs vont-ils nous demander de tenir notre promesse de la déclaration Balfour et dire « Vous avez promis une livre de chair, payez-nous cette livre de chair ». Jean Cloben, je vous réponds au nom du plus extrême des partis sionistes. Juste une parenthèse, hein. Jabotinsky se disait lui-même extrême. Alors celui en photo que je vous ai mis, il est plus extrême que Jabotinsky, mais on reviendra sur lui. Il dit non, si la Grande-Bretagne est incapable, ne veut ou ne peut tenir sa promesse, nous nous inclinerons devant la décision. Mais alors nous attendrons de la Grande-Bretagne qu'elle agisse comme tout mandataire qui estime ne pas pouvoir remplir son mandat, rendez le mandat. Donc il leur dit ok, mais si vous n'êtes pas d'accord, vous rendez le mandat et en gros après on va vous dégager. Vous verrez, Jabotinsky, c'est lui qui a fait le terrorisme pour génocider les Britanniques. Les soldats britanniques, etc., ils ont été zigouillés, ça a été une hécatombe. Hein. Vous verrez quand je vais vous reparler du terreau. C'est bien, ça c'est bien du terrorisme. Hein. Ça c'est bien du terrorisme. Donc le leader révisionniste réitère sa revendication d'un État juif couvrant la Palestine et la Transjordanie, encore une fois, où les juifs seraient majoritaires. Donc lui, c'est vraiment le suprémaciste sioniste. Majorité juive, il écrase tout le monde. Alors Stern, c'est après les refs. On en reparlera, mais la scission avec Stern, je vous ferai une fois spéciale le groupe Stern. Ça va venir après. Stern, au début, le dirigeant de Stern, il était avec l'Irgun. Après, ils se sont divisés, il était beaucoup plus radical, mais on reviendra dessus. Il faut permettre l'immigration de millions de juifs pour les sauver de la destruction en Europe. Dans cet État, les Arabes auront des droits politiques, mais pas nationaux. Voyez ? Pour lui, il n'y a pas de droit national. On est bien dans une version du sionisme raciste. Donc rien n'y fait. L'idée de partage est dans l'air et renforce l'agitation qui règne au sein de l'Irgun. Les activistes réclament la fin de la Havlaga, alors que discrètement Tehomi négocie un accord avec la Haganah. Jabotinsky l'a convoqué pour le mettre en garde. Le mouvement révisionniste exige des garanties des chefs de l'Irgun qui n'accepteront pas l'union avec la Haganah, sans son accord. Nous avons donné notre jeunesse et nous ne voulons pas que l'Irgun agisse contre nos intérêts. Donc c'est là où vous allez voir la scission, etc. Un accord secret est conclu, dont le premier article stipule que le commandant de l'organisation sera nommé par le président du parti révisionniste et dirigera l'Irgun selon ses ordres. Mais Tehomi, celui qui va faire Stern, qui a signé sous la pression, n'a pas l'intention d'obtempérer. C'est là où vous allez voir, ils vont se séparer.
Il a de plus en plus de mal à tenir ses troupes. Le 22 mars 1937, 2 chefs de section lancent une grenade, le fruit, on va dire pour TikTok, le fruit de la grenade, dans un café à Azour, un village arabe. Vous voyez ? 22 mars 1937, le fruit de la grenade dans un café par les sionistes, sur des Arabes. Il y avait 4 blessés. Théomi est furieux, l'attaque était injustifiée, avec un calme relatif dans la région. C'est-à-dire que ces Arabes qui étaient en train de, tranquillement dans leur village, dans leur café, n'avaient aucune revendication contre les sionistes. Mais ils se sont pris des grenades dans la tronche. Voilà. Vous voyez, ça, des exemples comme ça, je peux vous en donner des centaines. Les 2 hommes, soi-disant, sont expulsés de l'Irgun. Vous voyez, mais il n'y a eu que des débordements avec des fachos terroristes. Et là, c'était pas des gens du Hamas. C'était pas du FPLP, c'était des Arabes dans un café. Eh oui, non mais c'est ça, faut revenir à la base, hein, les gars. Donc la crise touche à son terme. Le 26 avril 1937, Théomi conclut un accord avec la Haganah qu'il rejoint en compagnie de la moitié des militants de l'Irgun. Jabotinsky cède aux activistes et 4 jours plus tard expédie de Johannesburg ses premières instructions. Parce qu'il faut savoir que Jabotinsky, il faisait tout de l'extérieur. Si les émeutes reprennent et si la tendance à attaquer les juifs recommence, ne vous modérez plus. D'accord ? Donc là, il leur donnait de l'extérieur. S'il y a le moindre écart, vous lâchez la sauce. Exactement, les refs. Exactement. En Palestine, l'état-major de l'Irgun est formé des chefs des sections locales. Je vous donne les noms. David Raziel. David Raziel, ça mériterait un live rien qu'à son nom. David Raziel, il y a eu des livres, etc. sur lui. Très important. Hanok Kalai et Moshe Rosenberg. Le secrétaire de l'organisation s'appelle Avraham Stern. Voilà, on arrive sur ce Stern, qui a pris le nom de guerre de Yaïr. Ensemble, ils définissent le programme de leur combat. Écoutez bien. Le destin du peuple juif sera décidé par la force des armes hébraïques sur la terre de la patrie. L'Irgun considère tout juif qui soutient cet objectif comme son allié. L'Irgun considérera comme son allié toute nation qui reconnaîtra le droit du peuple hébreu à l'indépendance dans sa patrie. Donc là, il va y avoir un truc que je vais vous raconter, vous allez rire. Quelques jours plus tard arrive Robert Bitker, l'un des responsables du Bétar à Shanghai. Je vais vous expliquer Robert Bitker, vous allez tomber par terre. Colonel de l'armée britannique durant la Première Guerre mondiale, donc c'était un juif britannique. Il a une bonne expérience des opérations militaires, mais aucune de la clandestinité. Il ne parle pas l'hébreu, et c'est son premier séjour dans la région. Bah, c'est juste un juif, c'est un anglais juif, hein, c'est pas un israélien, hein, on le sait. Hein. Donc aucun lien avec la région palestinienne, aucun lien avec la langue hébraïque d'ailleurs qui a été réinventée, hein, pour former une unité nationale. Donc malgré tout, Jabotinsky le nomme à la tête de l'organisation. Est-ce que vous savez pourquoi ? Parce que, comme ils ont fait beaucoup, ils prenaient des Britanniques de confession juive, justement pour mener les choses et pouvoir parler avec leurs frères du vrai mandat britannique. C'était la grande différence avec les Arabes, qui avaient une mentalité arabe différente, bah oui, culturellement, etc. Donc les sionistes ont toujours eu un pas en avant. Et donc ils nommaient des juifs britanniques pour être sionistes. Et ça, c'est un truc qu'on souligne pas assez. Donc, on va revenir dessus. Après, je vais vous expliquer Robert Picker, les conneries qu'il va faire. Vous allez voir. Il va être viré. Hein. Il va être viré, Robert Picker, vous allez rire. Alors, vous pouvez noter le nom, vous verrez. Donc, le 7 juillet 1937, la commission Peel publie son rapport. Alors ça, c'est très important. Oui, Jabotinsky, c'est l'héritier, c'est le père spirituel de Netanyahou, effectivement. Il faut savoir que le père de Netanyahou, Ben-Zion Netanyahou, était le secrétaire général de Jabotinsky et a repris le courant révisionniste à la mort de Jabotinsky. Il faut savoir que le deuxième grand, c'est Menahem Begin, qui est un terreau de l'Irgun. C'est un terreau, on reviendra sur la vie de Begin, et que Begin, en 77, était premier ministre israélien. Donc c'est bien, depuis 1977, la politique israélienne est une politique qui descend du sionisme révisionniste et de l'idéologie de Jabotinsky. Ça, c'est clair et net. Et c'est pour ça que c'est très important de revenir à tout ça, pour bien comprendre la politique israélienne. Surtout le Likoud. Le Likoud, c'est le sionisme révisionniste. Il s'en revendique. Hein. Alors, la commission Peel, elle dit quoi ? 1.
ils prennent en compte le désir d'indépendance nationale des Arabes. 2. Bon, ils mettent leur haine et leur crainte à la création d'un foyer national juif. Parmi les facteurs secondaires, le développement du nationalisme arabe hors de Palestine. 2. Augmentation de l'immigration juive depuis 1933. 3. Possibilité pour les juifs d'influencer l'opinion publique en Grande-Bretagne. Vous voyez, ils ont pris compte de l'influence des juifs dans la politique de Grande-Bretagne interne. Ça, c'est très important de le souligner. 4. Méfiance des Arabes quant à la sincérité du gouvernement britannique. 4 normal. 5. En même temps, juste une parenthèse, quand on voit que les Britanniques ont menti aux Arabes bien avant, notamment pour renverser le gouvernement ottoman, c'est à juste titre que les Arabes, 30 ans après... La supercherie, elle était là. La supercherie. En fait, la supercherie, elle était avec là. Faisal. Voilà. Bien sûr, juste avant les Saouds. Exactement. Voilà. En fait, ils ont joué aux chaises musicales et aux vases communicants. Voilà. C'est-à-dire que pendant qu'ils les occupaient... On t'entend pas bien, Loulou. Tu peux pas. Non, mais pendant qu'ils les occupaient à leur faire croire qu'ils allaient leur restituer des terres, justement, qui étaient les leurs, en même temps, ils installaient un foyer sioniste. Donc, ils ont ouvert leur chakra pour ne pas qu'ils... Je vais refaire des lives de ça. Qu'ils s'opposent. Mais je vais refaire des lives sur Faisal et son frère. Et donc, c'est là que la supercherie... On reviendra. Parce que ça, c'est d'autres dynasties. J'ai pas envie de mélanger tout le monde. Mais c'est avant les Saouds. Mais bon, bref. C'est une supercherie. En gros, c'est une trahison des Britanniques envers les Arabes. Ils ont utilisé les Arabes pour renverser l'Empire ottoman et pouvoir prendre le pouvoir. Voilà. Bref, c'est une parenthèse. On reviendra dessus. Attends, j'avance. 5. L'inquiétude des Arabes face à la poursuite des achats de terres par les Juifs. Ça, c'est noté. À juste titre. Achat de terres à c'est que 5% déjà. Et les achats exactement, Faisal a été exécuté, bref, on en reparlera. Je vous jure, on fera un live sur Faisal si vous voulez. Donc les Arabes, la poursuite des achats de terres, faut savoir, parce que ça, c'est un mensonge des sionistes. Moins de 5%. C'était les grands propriétaires qui ne vivaient pas en terre palestinienne, notamment en Liban, etc., qui ont vendu. Et les petits propriétaires palestiniens, on les a dégagés. Mais les ventes des terres n'étaient pas justifiées, justes, et n'étaient pas en majorité. C'est 5% seulement. C'est une parenthèse. Mais les Arabes avaient bien dit à la commission Peel, et c'était acté, qu'ils étaient extrêmement inquiets des vols de terre. C'était pas que des ventes, il y avait des vols, il y avait des accidents, bizarrement, des propriétaires qui partaient, qui mouraient. C'est des terres d'agrumes, en fait. Oui, l'incertitude qui règne en général au sujet des buts ultimes de la puissance mandataire. Donc il disait, on ne sait pas qu'est-ce que veulent les Britanniques. Donc il disait, le foyer national juif n'est plus une expérience. L'accroissement de la population s'est accompagné d'avancées politiques, sociales et économiques définies dès les débuts. Principale nouveauté, développement urbain, j'avance. La population arabe a connu un accroissement relatif remarquable depuis 1920 et elle a sa part dans le développement de la prospérité en Palestine. De nombreux propriétaires terriens arabes ont bénéficié de la vente de leurs terres et des investissements profitables réalisés avec ces fonds. Alors vous voyez, ça c'est faux. Je suis désolée, je vous redonnerai. Les propriétaires terriens arabes étaient le plus souvent pas des Palestiniens. Les vrais Palestiniens, une fois que les terres étaient vendues, parce que la plupart, ils n'étaient pas forcément propriétaires, ils ne pouvaient pas être employés. Parce qu'il y avait eu directement fait par les sionistes des lois qui disaient, une fois que vous avez les terres sionistes, vous n'employez plus aucun arabe. Et donc, il y a eu une hausse du chômage envers la population palestinienne. Donc ça, c'est faux. Ça, c'est un truc de colons, des Britanniques. Je suis désolée, dans la commission Peel. Voilà. Et ils disent les Fellaïns sont mieux lotis qu'ils ne l'étaient en 1920. C'est faux. Quand vous allez voir les écrits, notamment des intellectuels, je vous les redirai, j'ai des intellectuels palestiniens qui ont bien précisé tout ça, il y avait un accroissement du chômage et de la pauvreté, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il y a eu beaucoup de révoltes. Ils réclamaient du travail, parce qu'ils ne pouvaient plus rien trouver comme travail. Donc ça c'est faux. On va pas dire que les paysans arabes étaient mieux depuis que les sionistes étaient arrivés. Surtout qu'on leur a volé toutes les orangeries et toutes les oliveraies, etc., etc. Mais ça, y avait-il l'utilisation de la discrimination à l'embauche? C'était plus que ça. La loi, je peux vous la retrouver. Elle est écrite noir sur blanc chez les sionistes. La démocratie n'utilise pas la discrimination. Elle est écrite noir sur blanc. N'employez pas de travailleurs arabes. Ah oui. Donc, ça, c'est la commission Peel qui écrit ça. C'est-à-dire quand ils envoyaient un CV avec un nom arabe, ils leur disaient on vous embauche pas. Donc, il y a des demandes pour monter.
Non, j'avance un petit peu avant de couper, de toute manière, après, parce il va être midi, et puis j'ai pas eu le temps de vous parler. Je finis juste sur la commission pile et je vous parle de l'autre gars sioniste, vous allez voir. Donc la commission rejette la plupart des accusations arabes sur l'attribution aux juifs des meilleures terres. Alors c'est faux, hein, mais conseille de réduire à l'avenir les achats des terres par les sionistes. Non pour des raisons économiques, mais pour calmer les craintes de la population arabe. Donc du coup, le rapport suggère de réduire à 12 000 par an, pendant 5 ans, le nombre d'immigrants juifs autorisés à s'installer en Palestine. Ça, c'est la fin de la commission Peel. Parvient à la conclusion que la paix ne peut être maintenue en Palestine mandataire que par la répression. Et il propose le partage. Donc les sionistes devraient avoir la plaine côtière de la Galilée, les Arabes le reste de la Palestine et la Cisjordanie. Hein, rappelez-vous bien, les Arabes devaient avoir toute la Palestine et la Cisjordanie, noir sur blanc. La Grande-Bretagne conserverait son mandat concernant Jérusalem et Bethléem, et des bases comme le lac de Tibériade ou le golfe d'Aqaba. Ça, vous l'entendrez jamais des sionistes. La commission Peel, ils vont jamais vous en parler. Pourtant, elle est validée. Hein. Alors, j'avance juste, je vais juste vous parler de... Est-ce que j'arrive... Oui, là vous allez rire. Je vais vous parler du gars là dont je vous parlais tout à l'heure. Jugeant le manque de moyens financiers, on arrive sur l'Irgun. Bitcare, celui dont je vous ai parlé, le britannique, décide d'organiser un hold-up en vertu d'un plan mis au point par un groupe de militants. Le 12 septembre, 3 hommes tentent d'arracher la sacoche d'un caissier de banque à Tel Aviv. La banque Apo Alim. D'accord? Mais les passants maîtrisent les voleurs et les remettent à la police. Leur identité sera révélée, la presse travailliste soulignera que c'est des gangsters militants du Bétar et 2 autres membres du mouvement révisionniste. Vous voyez, juste une parenthèse, hein. Bitker, hein, est un cambrioleur. C'est ça qui est drôle. Hein. Et il a été viré pour ça. Alors, un jeune militant du nom de Sik Frankel est recherché par la police qui le soupçonne d'avoir tué un passant arabe dans un village au nord de Tel Aviv. Il menace de se constituer prisonnier et de parler. Le matin, attendez les garçons, on vous entend. Son cadavre est découvert dans le Yarkon, la rivière de Tel Aviv. Donc, des sionistes ont tué d'autres sionistes, juste pour vous dire. Jabotinsky, qui séjourne en Pologne, se range aux arguments de l'état-major. Il vire Bitker et ils mettent Moshe Rosenberg à la place. Voilà, c'est juste une parenthèse. Et malheureusement, le cas de ce gars-là, que je vous ai mis en photo, je vous en parlerai une autre fois, parce que lui, c'est un fasciste plus radical que Jabotinsky, et je vous ferai sa biographie si vous voulez. J'aurais pas eu le temps d'en parler. Malheureusement, j'aurais pas le temps. Parce que il faut que j'aille faire cuisiner, il faut que je coupe le live, mais je voulais surtout vous parler de la commission Peel et des distensions entre l'Irgun, avec notamment Avraham Stern qui débarque, et puis la connerie de Bitker, là, qui était un voleur, un cambrioleur. Hein, faut savoir que ces milices clandestines sionistes étaient terroristes et cambrioleurs. Ils faisaient du trafic aussi. Hein. Bon, voilà. Orca, tu voulais monter? Attends, hop. Il y a des gens qui veulent monter, mais je vais couper le live, les gars. Bon, écoutez, je reprendrai ces lives là-dessus, on fera la suite. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette période, sur l'Irgun et le Stern. Mais on va rester très factuel. Voilà, vivement le prochain live. Merci. Et ce gars-là, je vais essayer de vous faire sur le gars en photo un résumé. Comme ça, vous verrez qui c'est pourquoi. Il a d'ailleurs assassiné un autre sioniste. Hein. Souvent, c'est ça. Hein. Souvent, c'est du terrorisme même entre eux. Hein. D'accord? Faut vraiment voir. Et ces noms-là, faut les sortir. Ils sont même. Ce mec-là, il est même sur Wikipédia. Hein. Il est même sur Wikipédia, connu, etc. Et il a dû quitter les terres palestiniennes tellement il avait la honte d'être un fasciste. Il s'était lié à Mussolini. Enfin bref, vous verrez. Hein, voilà. Il faut savoir que Stern aussi avait fait une proposition aux Allemands NAZI pour une collaboration. Donc quand les sionistes vous parlent de, encore une fois, Hamin al-Husseini, citez le groupe Stern qui a voulu collaborer avec des NAZI en pleine période de génocide de leurs frères. Vous verrez. Vous verrez que là, les sionistes, ils vont fuir là. Ah là, ils vont fuir ce TikTok. Parce que on arrive très facilement à les débunker. C'est tellement facile, voilà. Et je vous donne toutes les références si vous voulez, et vous allez les chercher, les vérifier, vous verrez que c'est 100% véridique. Hein.
Et ben, il a voulu négocier avec les nazis. J'ai des télégrammes, si ça vous intéresse, des télégrammes faits par des membres Stern à l'ambassade allemande du Liban, hein, pour justement négocier, etc. Donc, voilà. Non, non, c'est pas les accords d'Avara, c'est encore autre chose. Non, non, il y a pareil pour le Bétard. Hein. Il y a beaucoup de choses à dire sur le Bétard en Allemagne. Mais bon, bref, qui était d'ailleurs le seul toléré en Allemagne et qui a défilé fièrement dans les rues allemandes en chemise brune. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Je vous en reparlerai. Ce sont les vrais extrémistes. Hein. Ce qu'on appelle les fascistes en chemise brune. Hein. Les fascistes de Jabotinsky, il avait façonné la jeunesse comme Hitler a façonné la jeunesse. En chemise, donc les autres c'était en noir, les Mussolini en noir, et eux ils étaient en brun. D'ailleurs, je vous rappelle que durant l'Italie fasciste, le Bétard était formé chez eux. Pour les sources, vous pouvez déjà chercher Tom Segev, le 7e million, mais il y en a d'autres. Mais ce livre-là, il est en français, vous pouvez le trouver. C'est un livre entier fait par cet historien israélien, qui est un des nouveaux historiens, qui raconte très très bien toute cette période. Si ça vous intéresse, si vous êtes passionné par les juifs, la Seconde Guerre mondiale et surtout les sionistes et leur attitude, Tom Segev, il a très très bien décrit Ben Gourion, les trucs. Il a même analysé tous les journaux, etc., etc. C'est du travail d'historien de qualité. Hein. Donc voilà. Entre autres, hein, il y en a d'autres, je vous donnerai toutes les autres sources, mais il y en a plein, mais sur du fiable, facile à trouver en langue française, parce que moi, il y a beaucoup de livres que je vous lis, mais ils sont en anglais. Pour les anglophones, faut être anglophone, mais en français, Tom Segev, n'hésitez pas à acheter ses bouquins, hein, ils sont pas chers et ils sont incroyablement factuels. Et d'ailleurs, reconnu comme historien en Israël. Hein. Il n'est pas, voilà. Tous les historiens post-sionistes sont reconnus et publiés en Israël. C'est pour ça qu'ils me font rire les sionistes de TikTok quand ils vous disent oui mais gna, oui mais Ilan Papé, oui mais Tom Segev, oui mais machin. Non, bah ils sont tous reconnus comme historiens, ils ont pas, voilà, c'est bon. Donc le travail, il est factuel, il est académique, il est validé dans la sphère académique. C'est simple, c'est pas compliqué. Toutes les autres choses que je vous donne sur le terrorisme juif, c'est l'université de Columbia. Et là, j'en ai un autre qui arrive, c'est sur Oxford. C'est que des universités internationales reconnues. Voilà. Donc c'est pas, ça sort pas de nulle part. C'est pas du TikTok. C'est pas du Albator. C'est pas de l'hélicoptère qui vous sort du Ben Soussan sorti de nulle part. Parce que le seul auteur qui savent mettre en avant, c'est Ben Soussan. J'ai pris un livre de lui où qu'ils avaient mis les sionistes. Je l'ai démonté au bout de 3 pages. Je veux dire, prenez d'autres auteurs. Les sionistes, prenez autre chose que du Ben Soussan. Moi, je vais vous prendre même du Michel Abitbol. Parce qu'ils disent, oui, Uni, tu prends des écrits du Hamas. Non. Michel Abitbol, c'est un auteur juif, historien. Il a d'ailleurs écrit l'histoire d'Israël et l'histoire des Juifs. J'ai fait des lives entiers sur l'histoire des Juifs de Michel Abitbol et qui démontent complètement la théorie sioniste. Pourtant, il n'est pas, voilà, il n'est pas anti-sioniste. Il est avec eux. Mais la vérité, il y a plein de choses. La vérité, elle est historique et elle n'est pas sioniste. Voilà. Jabotinsky est mort en Amérique, chassé par exemple. Wow, il y a beaucoup de gens. Alors, faut savoir que Bastion, aux États-Unis, il y a eu beaucoup de fachos extrémistes, hein. Notamment Mercahan, Mercahan et tous ses acolytes. Hein, bien plus tard, là, on fait un saut plus loin, qui est pour le coup vraiment reconnu comme terroriste par le FBI. J'ai tous les sources. Hein. Lui, il était aux États-Unis. Hein. Je vous avais expliqué hein, quand ils ont fait et le TNT, le groupe TNT. Je vous ai fait un live il y a 3 jours. Le groupe TNT, ce sont des sionistes extrémistes qui s'étaient formés dans des camps sionistes à New York d'été et qui ensuite se sont retrouvés en Israël et ont fait du terreau et ont attaqué des bus, etc., etc. Donc oui, il y a un fief terroriste aux États-Unis et d'ailleurs ils ont été pourchassés, emprisonnés, etc. Même par les Américains. Et c'est que il y a 2 ans, hein, il y a que 2 ans que le courant de Mercahan, il a été retiré de la liste terreau aux États-Unis. Par contre, il y a une 50aine d'institutions liées à la LDJ et à Mercahan qui est classée terroriste au Canada, en Grande-Bretagne et en Europe, à l'heure d'aujourd'hui, en 2025. Je les ai tous les noms si ça vous intéresse. Ils sont sur Open Sanction. Vous avez tout. Ils ont même autoproclamé une association qui s'appelait la State of Judea. Hein, et ça, derrière, c'est des kahanistes. Et ils sont poursuivis par les autorités que je vous ai dit, notamment aussi australiennes. Et oui, c'est une réalité. Donc voilà, moi je veux bien critiquer le Hamas, mais je critiquerai surtout la LDJ, etc. Parce qu'il faut être honnête, les gars.
Moi je veux bien dire la vérité, mais quand on dit la vérité aussi sur le terrorisme juif et sioniste, ça fait mal, hein. Donc ne nous demandez pas de mentir, s'il vous plaît. Pas à nous les Français. Je vais pas mentir, moi. On peut discuter de plein de choses, hein, mais il faut dire la vérité. Israël a été fondé sur du terrorisme sioniste, c'est une réalité, sur des assassinats ciblés, sur des victimes arabes qui n'étaient pas des combattants, sur des femmes et des enfants dans des marchés qui ont été zigouillés par des bebons artisanales. Ça, c'est une réalité. Et à l'époque, il n'y avait pas de Hamas. Donc, il faut bien qu'ils nous expliquent quand même. Et maintenant, alors qu'à l'heure d'aujourd'hui, ces gens-là qui ont tué des Arabes sont vus comme des héros. Menahem Begin, qui est le chef de l'Irgun, est vu comme un héros, ministre, premier ministre. Bah, moi, je suis désolée, venez pas me parler de lutte contre le terrorisme. Bah, c'est pas légitime. C'est pas légitime. Exactement. Exactement, révolté, c'est ça. Bon, allez, je vais couper, il est midi, la vie continue. Je vous souhaite une bonne après-midi à tous. Et merci pour les tapotages. Il y a Maria Il y a Mariam. Maria qui propose des pâtes. Je lui ai dit que c'était bien, mais des pâtes en sauce, c'est très bien ça. Maria qui? Maria, ta nouvelle. C'est une nouvelle. Merci les gars. Désolé, Abdelkader, il va faire des blagues, il me perturbe. Tu me perturbes pendant le live, arrête Loulou, s'il te plaît. Bref, il me perturbe pendant le live. Tu croyais que ça commençait? Non, c'est la fin, Titi. Je vais essayer de vous poster 2-3 extraits et promis, je vous ferai la biographie de ce facho en images une prochaine fois. Une vraie biographie de ce gars-là, comme ça vous verrez vraiment le vrai fasciste. Vous allez tomber par terre, hein. Je vous le dis, je vais encore être signalé, bien sûr, parce que ça fait mal. Il y a lui et il y a Arthur Rupin. Arthur Rupin, je vous reparlerai. Je vais essayer de trouver. Je vous redonnerai l'extrait où Arthur Rupin, qui est théoricien sioniste par excellence, le père de la colonisation sioniste et le père de l'élaboration de la race juive suprémaciste, hein, basée sur l'ADN et l'eugénisme. Je vous en referai des lives. Là, j'ai commencé. Il signale tous mes comptes. Et il a rencontré le théoricien raciste et antisémite de Hitler. Ils se sont rencontrés en pleine période de génocide juif. Tranquille. Arthur Rupin, sioniste, il a rencontré le théoricien nazi de Hitler. Toute détente. Petit entretien. Je vous sortirai les sources. Eh oui. Eh oui, après, on va nous casser les noisettes avec Hamid al-Husseini. Mais franchement, moi, je veux bien, hein, mais il faut dire la vérité, les gars. Oui, oui. Ils ont discuté ensemble de la race juive, etc. Ils en ont conclu à la même chose, qu'ils ne pouvaient pas vivre en Europe. Je vous jure. Les nazis et les sionistes, ils étaient ensemble dans cette réunion. Bref. C'est voilà. Après, je dis pas qu'ils le sont tous. Hein. Je dis juste Arthur Rupin. C'est par contre, c'est factuel. C'est voilà. Il est d'ailleurs très critiqué. Maintenant, les sionistes, ils ont honte de lui. Ouais. Alors Arthur Rupin, il faut savoir que dans la colonisation, c'est le deuxième après Edmond Rothschild. Faut que vous le sachiez. Hein. On l'appelle le father of colonization, le père de la colonisation. C'est lui qui est arrivé à Jérusalem et qui a implanté, qui a tout fait, racheté les terres, tout. Mais c'est lui qui dit nous devons plus employer des Arabes, mais des Yéménites, des Juifs yéménites, parce que c'est une sous-race. C'est une sous-race de Juifs. Ça, ces écrits-là, on les a. Il a écrit des livres comme ça, où il dit que les Askénazes sont supérieurs à tous les autres, que les Juifs maghrébis sont des sous-hommes. Eh oui, et ça, c'est de l'antisémitisme. Hein. Voilà. Eh oui, c'est ça. Donc Arthur Rupin, moi j'ai le mémoire de la notion de race juive de Arthur Rupin. Donc je vais vous le bien vous le souligner, parce qu'il était issu des milieux allemands et il reprenait les théories nazies. Hein. Et il faut savoir que les nazis, c'était déjà en Allemagne depuis plus d'une trentaine d'années. Et en France aussi d'ailleurs. Toutes ces théories eugénistes sur la supériorité, la race aryenne, etc. Le H, il est arrivé, il n'a pas inventé ça. C'était dans la culture allemande. Quand je dis la culture, c'était dans le milieu académique allemand. Anthropologique, philosémie, tout ce que vous voulez, hein, philologique, l'étude orientaliste, etc. C'est pas venu par hasard. Des auteurs, vous en avez plein. Donc on dit toujours le H, oh, c'est une pourriture, on est d'accord.
Mais il faut savoir que la culture allemande, elle était depuis des années et des années dans ce racisme de base. Et oui. Et que des sionistes étaient d'accord avec ça. Surtout, hein, que les sionistes étaient d'accord avec cette notion de gêne. Donc Arthur Rupin, c'est pire. Hein. Il allait dire à l'agence juive qu'il fallait sélectionner ou pas pour faire venir immigrer. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas de certains juifs, parce que c'était pour eux des sous-juifs. Certains, oui, certains. C'est ça le pire. Arthur Rupin, voilà. Donc maintenant, il dit oui, il est contesté, etc. Mais son rôle, il a été extrêmement important. C'était le bras droit d'Edmond Rothschild. C'était lui qui signait toutes les acquisitions des terres. Toutes. Ah oui, et il a même été à l'université de Jérusalem, il a publié tous ses écrits sociologiques, etc. Il a laissé toute son histoire, Voilà, je veux dire... Après, je dis pas que tous les sionistes, ils sont comme Rupin, hein. Attends, je fais jamais de généralité, mais lui, en tout cas, il a été suivi par pas mal de gens, hein. Il est resté au pouvoir, il a fait son truc. Voilà, c'est factuel, ça fait partie des origines du sionisme. Il y a une part raciste et suprémaciste, et vous prenez en exemple Arthur Rupin. Point barre. Il n'y a pas que lui, hein. Mais lui, par contre, il est gratiné comme gratiné. Voilà. Bon, je coupe le live. Je vous dis à tous, voilà, il signale, hein, vous voyez, il signale à fond mes lives. Hein, je supporte pas. Après, ils vont encore dire que je suis une sioniste. Vous voyez, ils sont partis. Vous savez quoi, les sionistes qu'ils ont fait là, les extrêmes. Quand je dis sionistes, pour moi, c'est les extrêmes droites. Hein, c'est les likoudistes et les vrais mecs d'extrême droite, la LDJ, le Bétard. C'est pas, voilà. Eux, ils se sont infiltrés dans les groupes arabes de TikTok pour aller faire croire que j'étais moi une sioniste. Tu vois, alors que je suis une des seules à vraiment démonter la propagande à 100%. Donc ils arrivent à mettre dans la tête des gens que moi je suis une sioniste et une islamophobe. C'est grave, hein. C'est un truc de fou, hein. Alors que à chaque fois que j'ai parlé, c'était factuel. Que tout comme je critique le radicalisme wahhabite, hein, les dérives sectaires du wahhabisme et du terrorisme ou du djihadisme, et j'ai toujours dit que c'était pas l'islam en tant que religion, et que c'était justement faire monter l'islamophobie de dire que ces wahhabites ou ces terroristes sont des musulmans. Donc moi, j'ai toujours été droite. J'ai toujours été droite. Et sachez que les frères musulmans, les wahhabites et tout, c'est des dérives extrêmement condamnées. Et même en Algérie, d'ailleurs, ils en ont souffert. Et ils condamnent ces salafistes radicaux. Donc, je suis désolée. Après, on va dire c'est une islamophobe. Bah si le GIA, le fils et tout et compagnie, et les frères musulmans, les Jamaat, etc., c'est des vrais musulmans et c'est l'islam. Bah putain, c'est un sombre tableau qu'ils font de l'islam. C'est un sombre tableau. Et surtout très faux. Quand vous connaissez vraiment l'histoire de l'islam, l'évolution, etc., la pratique des musulmans, on peut pas mentir. On doit dire, c'est vrai, il y a des choses qui... C'est sectaire. Moi, je suis allée voir même à l'université Al-Azhar. Je suis allée travailler les sujets. Je suis allée travailler les sujets et j'ai même vu que parmi les savants musulmans, ils condamnaient ces sectes. Je suis désolée. Donc que j'ai pas un mec sorti du PMU de France ou un soi-disant apostat qui n'a jamais été musulman vienne me faire la leçon. Moi, je le secoue. Ou des mecs qui se disent soi-disant algériens, qui sont des infiltrés, qui viennent me dire à moi, qui combat l'idéologie du GIA qui a génocidé des frères algériens, que c'est moi l'islamophobe. Excusez-moi, vous êtes des traîtres. Ce sont des traîtres, ces gens. Voilà. Les frères musulmans et les wahhabites sont des idéologies qui sont aux antipodes. Alors, pas toujours. À Gilas, il y a eu une grosse fusion entre les deux dans les années 80 et 90. Et c'est à l'heure d'aujourd'hui que les wahhabites ont rejeté les frères musulmans, mais tu sais qu'ils ont été hébergés pendant très longtemps et qu'il y a eu cette mixité et cette influence entre wahhabites sur place. C'est la raison pour laquelle, au bout d'un moment, les Saoudiens, surtout Ben Salman, mais légèrement avant, les ont mis en prison parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient trop influencé leur idéologie et qu'ils risquaient de renverser le pouvoir. Voilà. Mais il y a une grosse fusion, frères musulmans. D'ailleurs, sachez que les wahhabites ont financé une grosse partie de l'islam mondial, sous la forme de l'Organisation islamique mondiale, des mosquées, etc. Ils ont répandu leur idéologie radicale, notamment en France, dans le monde et ailleurs. Et ça a beaucoup changé, du coup, les choses. Voilà. Et ça, c'est une réalité. Donc, il y a pas de problème. Les savants ont condamné les frères musulmans de innovateurs. Exactement. Les frères musulmans, quand vous écoutez les sionistes et les extrêmes droites, ils vous disent que l'idéologie des frères musulmans, c'est l'islam. Alors qu'en fait, eux-mêmes se disent réformateurs. Eux-mêmes ont réécrit les choses. Pareil pour le wahhabisme. Le wahhabisme sont des gens qui ont changé.
les textes et ils ont changé les choses. Donc c'est pas, ça n'a rien à voir avec la tradition musulmane. D'ailleurs, quand les wahhabites sont arrivés, ils ont zigouillé des musulmans par centaines. Et encore, je suis gentille. Et ils ont détruit des lieux de culte musulmans. Eh oui. Donc moi, ne venez pas dire que ça c'est la vraie version de l'islam. Des musulmans ne tuent pas d'autres musulmans. Ça c'est interdit. Interdit. Ils ont massacré. En plus, d'ailleurs, ils ont une haine du soufisme, hein, qui fait aussi partie de la culture musulmane. Le soufisme, c'est une branche de l'islam. C'est une branche reconnue de l'islam. Ceux qui critiquent le soufisme ne connaissent pas la spiritualité musulmane. Voilà. C'est tout. Quand moi, vous avez des gens qui se disent musulmans sur TikTok, qui viennent critiquer les soufis, critiquer ci, critiquer ça, méfiance. On n'a jamais demandé d'être intolérant envers les autres. Laissez les gens vivre. Voilà, c'est tout. Ne tue personne. Ouais, exactement. Les frères musulmans ont été influencés par Saïd Qutb. Exactement. Bon, Saïd Qutb, il a été zigouillé en prison, hein, mais bon, bref. Saïd Qutb, j'ai tout un livre sur ça. Je vous le ferai, sauf qu'il est très dur. C'est le livre de Carré. C'est Monsieur Carré, il s'appelle. C'est un islamologue. Il a consacré toute sa carrière sur l'œuvre de Saïd Qutb, etc. Ça s'appelle le Coran des islamistes et ça montre justement à quel point il a falsifié, Saïd Qutb, les écrits coraniques et il les a repris à sa sauce. Voilà. Et ça, vous voyez, les apostats, les tahan, là, je les déteste, là. Pour moi, les apostats. D'ailleurs, je vous fais un gros disclaimer. Je suis en train de faire une procédure contre un des apostats assez connus sur TikTok. Vous savez quoi? Pour cybercriminalité. Là, j'ai signalé hier à Pharos, je vous dirai pas qui parce que je lui fais la surprise. Et j'envoie la semaine prochaine au tribunal. Ce mec, il a mis en ligne des vidéos pédopornographiques pour voilà. Personne l'a fait, là, je vais essayer de le foutre au tribunal. C'est un mec assez connu sur TikTok. D'accord? Mais moi, voyez, après, sinon, c'est moi l'islamophobe et la sioniste. Mais je vous dis que je vais essayer de vraiment le choper, celui-là. Bon, c'est un franc-maçon, je le connais, c'est un franc-maçon, il est infiltré. Vous saurez qui c'est. Et en fait, il a mis une vidéo de pédopornographie en faisant croire que c'est tous les musulmans qui sont des pédos. Et des vrais attouchements. C'est une vidéo avec des vrais attouchements d'une petite fille. Faite par un professeur musulman. Il a publié ça. Moi, je l'ai pris, là, je l'ai envoyé à Pharos et je vais l'envoyer direct au tribunal, là où il habite. Parce que c'est interdit de reproduire ça et en plus d'amalgamer tous les musulmans. Je vous le dis, hein, c'est... Voilà. Et donc, moi, je vais pas le rater, celui-là. Et c'est un pourri jusqu'à la moelle. Il est sioniste à 100% en plus. Je le connais bien parce qu'il a voulu tout au début m'approcher, que je rentre chez les francs-maçons, que je sois avec les sionistes, etc. Je le connais très bien. C'est pas pour rien hein, que je vous dis ça. Je connais très. Vous avez l'idée, oui, vous avez l'idée. C'est un mouriche en plus. C'est un mouriche. Ouais, et il met un professeur musulman. Regardez comme les musulmans, machin. Donc lui, je vais essayer vraiment de faire jouer la justice française pour qu'il passe au tribunal. C'est extrêmement grave de rediffuser de la pédocriminalité sur TikTok. Vous savez, il risque la prison ferme. Si la justice française fait bien son travail, il risque la prison ferme. Je vous dis, je le lâcherai pas. Je vais aussi le balancer au CCIE. Hein, et une fois que ce sera fait, je vous en parlerai pour que vous aussi vous fassiez des signalements. Comme ça, il s'en prendra plein la tronche. Mais c'est inacceptable en fait. Que ce soit envers la petite fille déjà et les parents de la petite fille, que ce soit parce que voilà, c'est une vidéo d'attouchement, hein, et que ce soit envers l'ensemble des musulmans où on amalgame un mec qui déconne à l'ensemble des musulmans. Hein. Donc, je sais pas, on verra. Je vais le faire. De toute manière, c'est en cours. C'est en cours. Je vais réenvoyer, puis on verra ce que ça fait. Voilà. Non, je vous le dis. Hein, voilà, on va faire le nécessaire. Je vous en reparlerai de toute manière. Et voilà. Mais c'est un gars qui est avec toute la clique. D'ailleurs, il a participé au nom d'un bouquin, etc. C'est dans les textes de l'islam. Panzer. Tu sais que dans l'histoire du christianisme aussi, hein, y a dans les textes des choses. Arrêtez avec vos textes là, vous nous saoulez. Bref. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous dis une bonne après-midi. On va aller manger. Et puis, prenez soin de vous. N'hésitez pas à signaler les contenus. Hein, encore une fois, hein, je vous le dis, hein, même si ça passe ou ça passe pas, c'est important. Faites aussi au CCIE, n'hésitez pas. Il faut que la communauté musulmane, elle se renforce dans les signalements.
que ce soit des comptes, que ce soit des lives. Vraiment, normalement, vous êtes plus nombreux que les autres. Il devrait pas y avoir de live d'apostats haineux, il devrait pas y avoir de live de sionistes haineux si vous signaliez correctement. Faut vraiment vous mettre ensemble pour faire le nécessaire, surtout la communauté des aides, exactement des aides hommes. Mais tu sais, ils ont infiltré les DZ. Hein. Il y a des gens qui viennent et qui infiltrent et qui font des dramas plutôt que d'aller à l'essentiel, etc. Mais il faut, hésitez pas. Moi, j'en vois un de live, je le signale. Tous les jours, je fais sauter des lives. Tous les jours. Je vous le dis, voilà. Et en plus, ils infiltrent. Après, ils font des fausses choses. Moi, ils font des faux lives. Vous voyez, moi, les campagnes que j'ai eues sur moi, bon, maintenant, je m'en fous parce que les gens, ils me connaissent. Mais voilà, c'est terrible. C'est voilà. Il y a plein de gens. Il y a des gens qui prennent des fausses identités, des faux profils, qui viennent faire des faux dramas. On en a rien à foutre. Et à côté de ça, t'as des Shadow Colonel, le Moorish, qui va attaquer tout le monde. Je suis désolée, Shadow Colonel, il est extrêmement dangereux. Il est extrêmement dangereux, ce mec. Pas que, il y a pas que lui, mais il y en a plein. Après, il va dire non, mais Uni, elle est anti-marocaine. Bah déjà, faut que tu m'expliques pourquoi moi j'ai un nom arabe, j'ai un nom du Coran, d'origine marocaine, et toi, t'es peut-être même pas marocain. Donc, faut aussi qu'ils arrêtent d'accuser les gens d'islamophobes alors qu'on est nous-mêmes arabes. Je comprends pas, moi, ça. C'est... ADM, exactement. Bah, ADM, il se fait attaquer par Colonel Shadon, etc. Il fait partie de... Tu vois, parce qu'ADM, il dit beaucoup de réalité. Il critique beaucoup le salafisme wahhabite. Il a une bonne notion de l'histoire de l'Algérie et de comment les Algériens ont réprimé ces extrémistes. Il a une bonne notion du danger des Moorish, et ça plaît pas. Voilà. Voilà. Donc il est attaqué. On est attaqué, ADM et Abdelkader et moi, de la même manière, par les mêmes ennemis, tu vois. Donc regardez qui sont les ennemis et vous verrez. Les ennemis, les miens sont sionistes d'extrême droite, les vrais du Bétar et de la LDJ. Ils sont mouriches à 100%, et ils sont fascistes français du RN 100%. Voilà. Et c'est simple. Moi, vous me voyez passer dans un live, je me fais insulter par les mouriches. Voilà. Mais à part ça, c'est moi qui suis marocaine infiltrée, soi-disant. C'est drôle. Ils ont perdu la tête. Ils ont perdu la tête. Allez, je vous laisse. Bon après-midi à tous. À bientôt. Merci pour le live. Ciao. Même quand j'y suis pas, ouais. Bon après-midi.